Alors, je vais enchaîner après Edwige. Elle vous a parlé des biais, elle vous a dit qu'il fallait de la diversité, elle vous a dit que ça venait des datasets. Et la question maintenant, c'est OK, je suis face à un dataset, je fais quoi? Et donc, c'est un petit peu de ça dont on va parler. Donc, on va reparler de la fameuse voiture. La voiture autonome qui est là pour sauver des vies. Clairement, hein, c'est le principe. Alors même le PDG de Toyota l'a dit à de nombreuses reprises dans des conférences. Son but à lui, c'est pas d'avoir une voiture parfaite, parce que ça n'arrivera jamais. C'est d'avoir une voiture qui sauve des vies. À partir du moment où sa voiture tuera moins de gens qu'une voiture classique, il estimera qu'il a réussi ce qu'il voulait faire et que donc il a raison de la vendre et de la mettre sur le marché. Actuellement, il y a des tonnes de gens qui meurent en France chaque année dans des accidents de la route, plus de 3000 en France chaque année. Dans plus de 90% des cas, la raison, c'est une erreur humaine. La personne roulait trop vite, elle avait bu, elle était fatiguée, elle regardait ailleurs, elle a regardé son téléphone, elle écrivait des SMS, elle était occupée à discuter avec son voisin ou autre, et ainsi de suite. Si on était dans une voiture autonome, potentiellement 90% des morts sur la route pourraient être évitées. Il y a toujours 10% qu'on ne pourra pas éviter parce que il y a un éboulement qui se passe juste devant la voiture, parce qu'il y a un pneu qui éclate. Vous êtes sur une petite route de montagne en plein dans un virage et malheureusement, vous verrez qu'une voiture, ça ne vole pas. Des choses de ce type-là. Donc on ne pourra pas éviter tous les accidents, mais il faudrait en éviter en tout cas la majorité. Ça serait une bonne chose. Et puis, il y a eu le cas de cette femme. Elle rentre le soir chez elle, elle habite à la campagne, elle est peut-être fatiguée, on ne sait pas trop exactement pourquoi, elle descend de son vélo. Elle marche à côté de son vélo et à un moment donné, elle a besoin de traverser la route pour rentrer chez elle. Et à ce moment-là, il y a la voiture qui arrive. La voiture, elle est en test. Donc la voiture, elle a un conducteur dedans. Le conducteur, il est juste là pour reprendre le contrôle s'il se passe un problème. Et malheureusement, vous l'avez entendu, spoiler alert du coup de la part d'Edwige, la personne est morte. Et donc Uber s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, pourquoi le conducteur n'a rien fait? Il était au volant, il avait les pédales, il aurait pu freiner, il n'était pas obligé d'attendre et de dire, ah mince, ma voiture, elle va écraser quelqu'un. Ah bah oui, tiens, j'ai écrasé quelqu'un. Et en fait, après enquête, ils se sont rendus compte que la personne, elle jouait sur son téléphone, comme certains parmi vous là. Donc du coup, elle était occupée à faire autre chose, elle n'a pas regardé la route, la voiture a écrasé la piétonne. Et ils se sont dit, ok, ça c'est la première raison. Mais on a continué à chercher les raisons, parce que pourquoi la voiture, qui aurait dû éviter le piéton, elle a finalement écrasé ce piéton? Donc ils ont analysé un peu tout le fonctionnement de la voiture et se sont dit, est-ce que c'est que les freins ne marchaient pas? Si, la voiture a freiné, mais elle a freiné au dernier moment, elle a freiné trop tard. Elle a freiné à peu près 2 mètres de la personne. Vous doutez bien qu'une voiture, en 2 mètres, elle ne s'arrête pas, en fait. Alors, normalement, vous avez appris les distances de freinage quand vous avez passé le code de la route. Mais j'avoue que je ne me rappelle plus trop comment on les calcule. En tout cas, c'est sûr que 2 mètres, ce n'est pas suffisant pour arrêter une voiture sur une route de campagne. Ils se sont dit, ok, peut-être que la voiture, elle a détecté le piéton, mais qu'elle l'a pris pour autre chose, ou ce genre de choses. Bref, ils ont fait plein d'analyses. Ils ont passé plus d'1 an à analyser ce qui s'était passé. Plus d'1 an. Ça a quand même pris du temps. Pendant ce temps, toutes les voitures étaient à l'arrêt, bien évidemment, pour éviter d'autres accidents. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le problème, c'était, comme vous l'a dit déjà Edwige, c'était un problème de passage piéton. Donc, le problème, c'était dans le dataset d'apprentissage de la voiture au tout début du projet. Et en fait, il n'y avait aucune chance que ça marche avec le dataset qu'ils avaient. Et ce dataset, en fait, ils ont utilisé un dataset de piétons qu'ils ont peut-être créé, mais vous trouverez les mêmes problèmes sur les datasets de piétons. Donc là, j'ai utilisé Google Images. Alors, c'est un très bon moyen de créer des datasets pour pas cher et vite fait. Donc, j'ai pris la première page. Et qu'est-ce qu'on remarque? En fait, les piétons, ils sont sur des passages piétons. Et les gens qui travaillaient dans ce projet, ils se sont même pas dit, ah bah tiens, il me manque peut-être des piétons en dehors des clous. Peut-être qu'ils ont pensé à se dire, ok, il me faut des gens qui soient grands, des gens qui soient petits, des enfants, des gens qui promènent leurs chiens, des mémés avec leur déambulateur, des gens avec des béquilles, des gens peut-être en fauteuil roulant aussi. Ça serait dommage de les écraser parce qu'ils sont en fauteuil et que ça ne les détecte pas comme des humains en train de traverser. Mais ils ne se sont pas dit, tiens, il me faudrait des images où il n'y a pas de passage piéton. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart de ces gens vivent en ville
Et quand vous vivez en ville aux États-Unis, alors pas en France, hein, on est bien d'accord, quand on vit en ville aux États-Unis, les piétons, on les voit où? Sur les passages piétons. Il y a des pays où si vous traversez en dehors des clous, vous risquez de grosses amendes. Bon, c'est pas le cas ici, heureusement, en France, sinon on serait tous déjà endettés à cause de ça. Mais il y a des pays où c'est effectivement interdit de traverser en dehors des clous et où les gens le font pas. Mais c'est pas le cas partout. Et pareil, si vous habitez en campagne, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas de passage piéton en pleine campagne. Donc vous traversez là où vous voulez traverser. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Alors juste pour me présenter un petit peu plus, donc comme l'a dit déjà Kathleen, j'ai effectivement passé un doctorat en intelligence artificielle à une époque où c'était pas du tout cool de faire de l'intelligence artificielle, puisque quand je suis sortie de mon doctorat, en me disant chic, je vais aller travailler dans l'intelligence artificielle, les entreprises m'ont toutes dit mais l'intelligence artificielle, ça marchera jamais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc j'ai fait prof pendant plus de 10 ans. En parallèle, alors j'étais prof d'informatique, mais j'étais aussi prof de poney. Donc voilà, c'est un plan B comme un autre. Donc j'enseignais en semaine l'informatique et les week-ends, les mercredis, samedis et les dimanches, j'étais sur des poneys. J'enseignais le poney à des petits enfants de 3 à 12 ans et les dimanches, je les accompagnais sur les terrains de concours pour qu'ils soient la fierté de leurs parents. Voilà. Donc après ça, j'ai écrit des livres en parallèle et puis je suis rentrée chez Teamwork où j'ai lancé l'activité intelligence artificielle quand ça commençait à décoller. Et aujourd'hui, j'ai un département de 3 équipes autour des sujets de data science, data engineering, data intégration, qui sont des termes un petit peu à la mode dans les entreprises, qui n'était pas le cas à l'époque. Et puis je donne des conférences régulièrement, d'où ma présence aujourd'hui aussi. Voilà. Et du coup, comme on vous disait, les biais viennent pas des data scientists, ils viennent des datasets. Ok, mais je fais quoi? Alors, pour travailler dans un projet d'IA, généralement, vous allez suivre une méthodologie. Alors, il y a plusieurs variantes. Ici, c'est la méthodologie CRISP dont je vous parle. Cette méthodologie, c'est la plus ancienne, mais c'est aussi la plus connue. Et puis après, il y a eu plein de petites variantes qui ont été déterminées à partir de cette méthodologie-là de base. C'est une méthodologie qui est itérative. Donc, on va boucler, on va faire des modèles, et puis à un moment donné, on va les déployer. La première étape, c'est la compréhension métier. On va voir le client, on lui demande ce qu'il veut, on essaye de comprendre son besoin. Alors déjà, là, on peut lui dire que son projet, ce n'est pas un sujet d'IA et qu'il ne faut pas le faire, que c'est très discutable. Ensuite, il y a la compréhension des données. Vous allez analyser le dataset, d'où justement un point important. Ensuite, vous allez préparer les données pour les modèles, de manière à ce qu'ils puissent apprendre, parce qu'on ne peut pas apprendre avec juste des données brutes, il faut les préparer sur une certaine façon pour que ça marche bien. Et une grande part du talent du data scientist, c'est de savoir faire la bonne préparation pour la bonne donnée. Ensuite, vous avez la modélisation, vous créez vos modèles, vous les entraînez, puis vous les évaluez, vos modèles. Et du coup, où est-ce qu'on peut travailler en tant que data scientist pour éliminer ces biais? On peut commencer par la compréhension métier. C'est-à-dire déjà, vous allez voir, se poser des questions sur est-ce qu'il y a des biais de sélection, est-ce qu'il y aura des biais sur la façon dont les données auront été récupérées. Ensuite, on peut analyser les données. Est-ce que notre dataset est biaisé ou pas? À condition d'avoir une équipe diverse qui pourra détecter les biais. Et enfin, on pourra évaluer nos modèles. Une fois qu'on a fait un modèle, avant de le mettre dans une voiture et de la lancer sur la route, est-ce qu'on aurait pu savoir avant que notre voiture, elle ne reconnaissait pas les piétons qui traversaient en dehors des clous? C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait pu le savoir avant d'écraser quelqu'un? Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas dans quel sens il faut prendre, la réponse est oui, on aurait pu éviter cet accident parce qu'on aurait pu le savoir avant de mettre la voiture sur la route. Et ça n'a pas été fait. Donc on va nous faire un petit cas fil rouge. Vous êtes des data scientists, vous avez décidé que les écoles de commerce, vous en aviez marre. Et puis voilà, on va retourner dans d'autres métiers, vous vous reconvertissez, vous faites des études techniques sur la data science, vous êtes data scientist, et puis vous voulez faire quand même des choses bien. Donc vous allez vouloir travailler sur un modèle qui permet de détecter si une personne est à risque d'avoir une maladie cardiaque. Il faut savoir que les maladies cardiaques, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Donc si vous pouviez détecter qui étaient les personnes à risque pour que ces personnes-là aient un traitement, en fait, vous pourriez diminuer la première cause de mortalité.
Donc vous pourriez éliminer beaucoup de morts dans le monde entier. Donc vous vous dites, cool, on va travailler sur ce sujet. C'est parti. On va commencer donc par la compréhension métier. Alors voilà le dataset qu'on va utiliser. Donc c'est un dataset qui existe, qui a été créé par le CDC. Le CDC, c'est le centre qui contrôle les maladies aux États-Unis. Alors c'est pas une maladie cardiaque qu'il y a devant, mais je crois que votre camarade a besoin d'un verre d'eau. Donc voilà les données qu'on vous propose. Vous avez 400 000 cas qui ont été interviewés. Et du coup, pour chacun des cas, donc pour 400 000 cas, on a toutes ces informations-là. La première, c'est si la personne elle a ou pas une maladie cardiaque. C'est ce que vous essayez de prédire et vous essayez de voir s'il y a un lien avec le reste. Et puis ensuite, vous avez différentes infos. BMI, c'est l'IMC, c'est-à-dire le rapport entre la taille et le poids. Ça vous permet de dire si la personne elle est trop maigre, si elle a un poids normal, si elle est en surpoids, si elle est en obésité. Vous avez le fait que la personne fume ou pas. Alors fume, c'est que la personne a, dans sa vie, fumé plus de 5 paquets de cigarettes. C'est ça, la définition de fumeur. Ensuite, vous avez, est-ce que la personne, elle boit de l'alcool? Alors pareil, la définition de boit de l'alcool, c'est vous buvez plus que 14 verres par semaine pour les hommes et vous buvez plus de 7 verres par semaine pour les femmes. C'est pas biaisé du tout dès le départ. Bon, alors, je ne vais pas vous demander s'il y a des biais ou pas, hein, mais voilà. Stroke, c'est si vous avez eu une attaque. Physical health et mental health, c'est combien de jours dans les 30 derniers jours vous vous êtes senti bien ou pas bien, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait le décompte sur les 30 derniers jours. Il y a 10 jours où je me sentais malade et 20 jours où je me sentais bien, ou 15-15, ou 0-30, ou ainsi de suite. Donc c'est le nombre de jours où vous n'étiez pas bien exactement qui est enregistré. Donc santé physique, santé mentale. Ensuite, vous avez, est-ce que vous avez des difficultés à marcher ou pas? Quel est votre genre? Quelle est votre catégorie d'âge par tranche de 5 ans? Donc 20-25, 25-30, 30-35 et ainsi de suite. Alors, on est sur un dataset américain, donc quelle est votre race? Donc voilà. Origine ethnique de la personne. Est-ce que vous êtes diabétique? Est-ce que vous faites de l'activité physique? Comment vous définissez votre santé en général? Combien d'heures vous dormez par nuit en moyenne? Entre 0 et 24. Si vous dormez 0 heure par nuit en moyenne ou 24 heures par nuit en moyenne, il y a un petit souci. Est-ce que vous avez de l'asthme? Est-ce que vous avez une maladie des reins? Et est-ce que vous avez un cancer de la peau? Et à partir de ça, on essaye de savoir si on peut créer un modèle. Donc bien évidemment, la première question à se poser, c'est au niveau de la compréhension du métier. Et comme vous l'avez tous compris déjà, il y a des biais un petit peu dans la définition de certains champs. Et puis surtout, ce dataset, il a été obtenu comment? Est-ce que c'est dans un hôpital où on a pris les infos des patients? Non. En fait, ça a été une enquête téléphonique. C'est-à-dire que le CDC a des gens qui sont payés pour appeler, alors ce n'est pas le CDC directement, ils sous-traitent ça à des entreprises spécialisées, qui appellent les gens chez eux et qui leur disent « Excusez-moi, on a une petite enquête à faire sur les maladies cardiaques, est-ce que vous êtes d'accord pour répondre, oui ou non ?» Qui répond à ce genre d'enquête quand ils en ont, ici? Personne. Alors déjà, pour répondre, il faut avoir un téléphone fixe à sa maison. C'est bête, mais les populations très pauvres aux États-Unis n'ont pas de téléphone. Donc si elles n'ont pas de téléphone, elles ne seront jamais contactées, elles ne sont pas dans mon dataset. Biais de sélection. Les personnes qui travaillent en pleine journée sur leur téléphone fixe, est-ce qu'elles répondent? Non, elles ne sont peut-être même pas chez elles. Elles sont au travail. Donc en fait, les gens qui sont chez eux pour répondre à ce genre d'enquête en journée, grosso modo, c'est des gens qui soit télétravaillent, soit ne travaillent pas, et qui en plus ont assez de, entre guillemets, temps à perdre pour répondre à ces enquêtes, et qui du coup sont aussi d'accord pour participer à ces enquêtes. Donc on a un énorme biais de sélection. Et puis les données, elles sont un peu faussées. Si je vous demande votre poids, qui connaît son poids au kilo près? Ah, il y en a quelques-uns. Mais déjà, c'est pas tout le monde. Bon, et maintenant, qui me donnerait son poids au kilo près? Ah, il y en a moins d'un coup. Évidemment, quand on va vous demander votre poids au téléphone, vous allez faire comme à peu près tout le monde. Vous allez arrondir. Vous allez arrondir du côté qui vous arrange. Vous allez vous dire, on n'est pas à 2 kilos près, ou 3, ou 5, ou 10. Bref,
On va faire un peu à la louche. Quand on va vous demander votre taille, ça va être la même chose. Je fais 1m65. Le premier qui me dit le contraire, gare à lui. Voilà. Si on me demande ma taille, la réponse est 1m65. Bon, mon médecin n'est pas tout à fait d'accord avec ce chiffre, mais c'est lui qui a une toise qui ne marche pas bien dans son cabinet. Mais c'est une autre discussion. Donc forcément, mon IMC serait faux en fait dans ce dataset. Pareil, est-ce que vous croyez que quelqu'un, quand vous allez lui dire « Est-ce que vous buvez beaucoup d'alcool ?» La personne va dire « Bah bien sûr !» Tranquille. Moi, alors je suis un homme, j'ai le droit à 14 verres par semaine. Ah non, je dois être à 50, hein, en fait. Donc pas de problème, je suis un gros buveur. Donc voilà, il y a plein de biais dans ce dataset. Donc déjà, le dataset à la base, il n'est pas exact. Et donc, il faut vous poser la question, dès que vous avez un dataset, est-ce qu'il manque des infos? Alors là, en infos manquantes, il n'y a pas les régimes alimentaires. On sait que le régime alimentaire a un gros impact sur les maladies cardiaques. Si vous mangez beaucoup de gras, beaucoup de sucre, vous allez avoir plus de risques de maladies cardiaques que si vous êtes vegan, que vous mangez low carb et ainsi de suite. Ça a un impact, ce n'est pas dans le dataset. Est-ce que vos données, elles ont été bien sélectionnées ou est-ce qu'il y a un gros biais de sélection? On a vu qu'ici, on avait un énorme biais de sélection. Est-ce que les données sont fiables? Ça dépend. Est-ce que les données sont obsolètes? Alors ça, sur le cas des maladies cardiaques, ça ne change pas trop. C'est-à-dire que les raisons d'avoir une maladie cardiaque en 2015, en 2020, en 2025, ça devrait être à peu près toujours les mêmes. Mais par contre, si on analyse les prix des appartements, ça c'est très variable. Si vous utilisez un dataset qui a 5 ans, en fait le prix des appartements, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Si vous regardez des prix en général, ça varie très très vite et donc vos données, elles sont complètement obsolètes si elles ont plus de 6 mois. Donc c'est un problème. Donc une fois que vous avez fait cette compréhension métier et que vous avez vu que vos données sont suffisamment correctes pour continuer. Mais là, dans mon cas, on va considérer qu'on a considéré que non, il n'y avait pas de problème sur le dataset. Donc on va continuer, on va faire la compréhension métier. La compréhension métier, c'est une phase assez pas très sympathique à faire. En tout cas, mes data scientists, ils me disent toujours que c'est pas ce qu'ils préfèrent faire, qui va consister à faire des stats sur les données. Alors on va faire des stats ensemble, mais vous inquiétez pas, des stats faciles. Donc on va commencer par faire des graphes et analyser chaque donnée séparément. Première donnée, la première, c'est la majoritaire, celle qu'on essaye de prédire. Est-ce que les gens du dataset, ils ont des maladies cardiaques? Et vous obtenez ceci. En bleu, les gens qui n'ont pas de maladies cardiaques, en orange, ceux qui en ont. Qu'est-ce que vous remarquez? En fait, il y a très peu de gens qui ont des maladies cardiaques par rapport à ceux qui n'en ont pas. Ici, on est sur un ratio de 91% versus 9%. Problème, quand on a ça, en fait, il y a très peu de chances que vous arriviez à vraiment prédire les gens qui ont une maladie cardiaque. Parce que perso, si je veux faire un modèle qui a raison à plus de 90% du temps, je vais faire un modèle qui dit que vous n'avez jamais de maladie cardiaque. J'ai raison dans 91% des cas. J'ai fait un modèle complètement inutile qui ne fait rien du tout, mais j'ai raison à plus de 90% des cas. Donc, il faut faire attention à ça, il faut essayer d'équilibrer ça. Donc là, il nous faudrait plus de personnes malades. Ou enlever des personnes pas malades si on considère qu'on en a assez. On fait une sélection aléatoire et on baisse le nombre de personnes malades de manière à ce que les ratios se rééquilibrent un petit peu. Sinon, on ne peut pas faire un projet si vous n'avez pas des données qui vous permettent de savoir ce qu'est une personne malade. Ensuite, on peut regarder ce qui se passe pour le champ de l'IMC. Alors l'IMC, normal, c'est entre 18 et 25. Vous êtes en obésité sévère à partir de 35. Les chiffres, vous voyez l'échelle, ça va de 10 à 135. Je vous laisse imaginer quand vous êtes sur la partie droite du graphe, quel est votre rapport entre votre poids et votre taille. Okay. Donc, le maximum qui est aux alentours de 90, après c'est le graphique qui complète comme ça vous donne quand même un rapport qui est énorme. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir beaucoup de mal à prédire pour des personnes qui ont un IMC très très élevé et en même temps, vous allez écraser les personnes qui ont un IMC normal parce qu'ils représentent qu'une petite tranche. Ça, c'est le cauchemar des data scientists. C'est ce qu'on appelle une longue queue à droite. C'est le principe sur le fait qu'il y ait beaucoup de données qui soient centrées et puis après on a des données qui continuent très très loin derrière et ça on est sûr que le modèle ne marchera pas avec ces champs-là. Donc ce champ-là, qu'est-ce qu'on va devoir en faire? On ne peut pas l'utiliser tel quel, mais on va faire des catégories.
on va le remplacer par une variable qui dit si vous êtes en sous-poids, en poids normal, en surpoids, en obésité ou en obésité sévère. Et puis Physical Health, c'est encore pire. Physical Health, je vous rappelle, c'est le nombre de jours pendant lesquels, au cours des 30 derniers jours, vous ne vous sentiez pas en forme physique. En fait, vous voyez que c'est 0, 30 et un petit peu au milieu. Ça, on ne peut rien en faire. C'est une catastrophe. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pareil, on va modifier nos données et peut-être que la seule chose dont on peut sortir de ce graphe-là et de cette variable, c'est est-ce que j'étais en forme tout le mois ou pas? Et faire un booléen, un vrai faux, avec tous les zéros d'un côté et tous les autres de l'autre. Sinon, on ne pourra jamais prédire pour quelqu'un qui a dit 17 jours, puisque je n'ai pas dans mon dataset de gens qui ont répondu 17 jours. Donc si il n'y a personne qui a répondu 17 jours, je ne peux pas l'utiliser. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ce dataset, il a 3 pics au milieu, qui sont à 7, 14 et 21. Donc en fait, les gens n'ont pas vraiment compté le nombre de jours où ils n'étaient pas en forme. Ils ont dit, ouais, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et du coup, ça a fait des pics à 7, 14, 21. Là, vous avez l'origine ethnique. Pareil, cette origine ethnique, qu'est-ce que vous remarquez? Qui a répondu à l'enquête? La classe white, grosso modo, et avec une très grande majorité. Et puis après, vous avez des choses qui sont beaucoup moins précises, enfin beaucoup moins représentées. Les hispaniques, la population noire, les autres. Alors les autres, on ne sait pas qui c'est, hein. C'est les autres. Les Asiatiques et les Américains indiens, les natifs américains ou les natifs de l'Alaska. Donc, on ne sait pas ce que couvre la partie over. Et puis surtout, on ne va pas pouvoir utiliser ça parce qu'en fait, on sait que notre modèle serait très mauvais sur les natifs américains, qui serait très mauvais sur les Asiatiques parce qu'il n'y a pas de représentativité de ces populations dans la population générale de notre dataset. Donc, vous devez faire plein de graphiques, vous devez faire plein d'analyses, ça prend un temps fou. Cette partie-là, elle peut prendre la moitié du temps du projet. C'est beaucoup, hein, la moitié du temps à analyser le dataset, mais étant donné que les biais viennent des datasets, c'est important de le faire. Et il faut tracer tout ce que vous avez repéré. Tracer que les origines ethniques ne sont pas autant représentées, qu'il y a un risque de biais par rapport à certaines origines ethniques, qu'il y a peu de malades par rapport au nombre de personnes non malades et que 91%, c'est un modèle qui est nul parce qu'il dit juste que personne n'est malade. Et ainsi de suite. Tout ce que vous avez noté, vous devez le faire. Là, on avait fait 4 graphes et on avait au total une vingtaine de données. Dans les vrais cas, des colonnes comme ça, dans mon dataset, j'en ai des centaines. Dans certains cas, j'en ai eu jusqu'à des milliers. Alors, vous imaginez le data scientist quand je lui dis « Ok, le dataset contient 2357 colonnes. Pour chaque colonne, tu vas regarder les stats et tu vas me dire ce que tu en penses par rapport au risque de biais. » Je vous assure que le data scientist, il vous fait une tête en mode « T'es sûr ?» Donc oui, il faut le faire. Et le dernier endroit où vous pouvez voir si votre modèle marche ou pas, c'est une fois que vous l'avez entraîné. Si vous avez considéré que le modèle pouvait être fait en compréhension des données, si vous avez considéré que vos données étaient suffisamment bonnes, vous entraînez un modèle, mais avant de le mettre dans la voiture et avant de le mettre sur la route, vous analysez comment il fonctionne pour être sûr qu'il n'écrasera pas de piétons. Ce que Uber n'a pas fait, je vous rappelle. Ce qu'Amazon n'a pas fait avec le système de RH, ce qu'Apple Card n'a pas fait avec son système de crédit, ce qu'il y a très peu d'entreprises qui font en fait, juste parce que ça prend du temps, que ça coûte de l'argent et que finalement le modèle il est déjà fait, donc pourquoi se casser la tête à l'analyser alors qu'on a déjà un modèle qu'on pourrait vendre? En fait, il s'avère que c'est quand même assez vital. Et vous avez plein de technos en machine learning qui existent. Alors, je ne sais pas si ça vous parle un peu ou pas du tout. Qui vont du deep learning à droite, aux arbres de décision à gauche, ou plutôt des arbres de décision aux réseaux de neurones. Et il s'avère que plus votre modèle il est puissant, moins il est compréhensible. Parce qu'un réseau de neurones, c'est juste des chiffres. Et à part si vous lisez la matrice, sinon vous ne pouvez pas savoir ce que fait un réseau de neurones. En fait, un réseau de neurones, vous avez juste un fichier qui fait à peu près 500 mégas, hein, qui contient des chiffres. 500 mégas de chiffres qui représentent des matrices que vous allez multiplier les unes par les autres. Si vous, ça vous parle, moi non. Donc, plus vous allez avoir des modèles puissants, moins vous pourrez comprendre ce qu'ils font. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a une nouvelle branche de l'IA. Alors quand je dis nouvelle, en fait, elle existe depuis longtemps.
mais elle n'était pas tellement à la mode, qui s'appelle l'Explainable AI. Et l'Explainable AI, son but, c'est d'expliquer l'IA, d'où son nom, et de regarder comment on peut comprendre un modèle. Donc vous prenez votre dataset, vous faites votre modèle. Votre modèle, c'est ce qu'on appelle une boîte noire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le comprendre, c'est juste un paquet de chiffres qu'on ne comprend pas. On va utiliser un algo qui va analyser le modèle et qui va nous permettre d'avoir une compréhension de comment il fonctionne. Donc c'est ça qui va être important. Il y a plusieurs façons de faire. On peut faire de l'explainable AI global, c'est-à-dire que ça nous explique globalement comment fonctionne le modèle, ou local, pour une personne donnée, comment le modèle en est arrivé à cette déduction-là. Dans le cas du piéton, on aimerait savoir, pour ce piéton qui a été écrasé, pourquoi on ne l'a pas détecté. Dans ce cas-là, c'est du local. Par contre, si vous voulez savoir ce qui permet au modèle de détecter des piétons, vous êtes dans le global. Et puis, vous avez des algos qui sont spécifiques et d'autres qui sont agnostiques. Donc, les spécifiques ne fonctionnent qu'avec une technologie. Donc, il faut à chaque technologie changer l'algo que vous utilisez. Et puis, vous en avez des agnostiques qui marchent pour toutes les technologies, quelles qu'elles soient. Ce qui est quand même vachement pratique parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'en apprendre 150. Alors, comment on peut faire? Je vais vous donner quelques petits exemples pour finir. Voici un arbre de décision. C'est le modèle le plus simple. Bon, en fait, si vous voulez savoir pour la personne qui est indiquée à droite, est-ce qu'elle a un risque de maladie cardiaque ou pas? Ce que vous faites, c'est que vous suivez l'arbre. Donc, vous regardez d'abord, la première question, c'est est-ce que la personne elle a des difficultés à marcher? Vous voyez que oui. Donc, vous allez à gauche et puis vous enchaînez comme ça en fonction. Est-ce qu'elle a eu une attaque? Quel est son genre? Et quelle est sa santé générale? Et vous allez tomber dans une case bleue. Donc, vous allez pouvoir dire que vous avez ici un risque de maladie cardiaque de 94,9%. C'est ce que vous donne le petit carré qui est en bas. Dans ce cas-là, c'est ultra simple à savoir. Notez bien que pour cette personne, j'ai utilisé attaque, la difficulté à marcher, le genre et sa santé générale. Par contre, vous voyez bien que dans l'arbre, pour une autre personne, j'utiliserai peut-être d'autres critères. Et c'est pour ça qu'au global, on fait ce qu'on appelle un algo qui s'appelle Variable Importance, qui permet de connaître quelles sont les variables qui ont le plus impacté ma décision. Et vous voyez que la première, c'est la difficulté à marcher, qui joue à 41% dans le fait d'avoir un risque de maladie cardiaque ou pas. C'est énorme, hein. C'est presque la moitié de la décision qui se joue juste sur le fait que vous ayez du mal à marcher ou pas. Bon, après, il y a la santé, et vous voyez que la santé, l'attaque, la catégorie d'âge, et ainsi de suite. La catégorie d'âge n'a pas été utilisée par la personne en particulier que je vous ai montré tout à l'heure, mais compte globalement sur ma population pour 7% de la décision. Donc, vous voyez que vous allez avoir des impacts et des avis différents en fonction de l'algo que vous utilisez. Vous pouvez après faire du global agnostique, donc c'est-à-dire qu'il va marcher pour tous les types d'algo et pas que pour les arbres. Ça, c'est par exemple un graphe qui vous dit dans quel sens ça pousse la décision en fonction de votre réponse. Donc là, c'est sur la santé générale. La santé générale, je vois que si je suis en excellente santé, ça pousse du côté négatif, c'est-à-dire que ça baisse votre risque de maladie cardiaque. Si elle est très bonne, ça baisse le risque de maladie cardiaque. Par contre, bonne, moyenne ou pauvre, ça augmente le risque de maladie cardiaque. Et donc, si vous analysez ça, vous pouvez vous dire, est-ce qu'il n'y a pas un biais, par exemple, sur le fait que être une femme ou un homme, ça pousse dans un sens ou dans l'autre le risque? Et vous pouvez analyser ça pour chacun de vos critères pour vous assurer qu'il n'y a pas de biais dans votre modèle. Et puis, vous pouvez faire une analyse par sous-population, c'est-à-dire qu'en fait, vous regardez juste est-ce que votre modèle, il est juste pour tout le monde pareil ou pas. Comme vous disait Edwige, un biais, c'est une erreur systématique, c'est-à-dire qu'elle est visible dans les chiffres. Et là, si vous regardez l'avant-dernière ligne sur les personnes asiatiques, je vous ai dit attention, les personnes asiatiques sont très peu nombreuses. Il y a un risque que le modèle ne fonctionne pas pour les personnes asiatiques. Je regarde les résultats. Dans précision et recall, j'ai 0. Que signifie le recall? C'est quel pourcentage de malades je détecte. Dans les personnes asiatiques, je détecte 0% des malades. Voilà. En gros, ça veut dire que si vous êtes asiatique et que vous avez une maladie cardiaque, l'algo vous passera à la trappe parce qu'il ne fonctionne pas sur les personnes asiatiques. La précision, c'est à partir du moment où l'algo a dit que vous étiez malade, à quel pourcentage il a raison. Là, il n'a jamais raison. Voilà. Donc, vous pouvez voir ça et vous voyez qu'il y a carrément un gros biais effectivement ici. Ce modèle-là ne peut pas être déployé. Vous savez qu'il ne fonctionnera pas pour les personnes asiatiques. Et ça, vous pouvez le faire sur tous les modèles.
Quand vous travaillez non pas sur des valeurs chiffrées, mais sur des images, comme c'est le cas de Uber, la voiture d'Uber, vous pouvez savoir quels pixels de l'image ont le plus d'impact dans la décision. Et dans ce cas-là, si vous le faites sur un piéton qui traverse, en fait, qu'est-ce que vous verrez? Où sont les pixels qui ont le plus d'impact dans la décision que c'est un piéton? Les pixels sont sous ses pieds, représentés par des bandes noires et blanches. Moralité, si ce qui a le plus d'impact pour déterminer que c'est un piéton, c'est le passage qui est sous les piétons, le jour où il n'y a pas le passage sous les pieds du piéton, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous tuez quelqu'un. Donc, c'est vraiment important de vous poser ces questions, de regarder si votre modèle fonctionne. Il fonctionne pour tout le monde. Comment est-ce qu'il fonctionne? Qu'est-ce qui lui permet de prendre ses décisions? Et vous pouvez du coup regarder pour des cas particuliers. Est-ce que ça a bien marché? Et est-ce que c'est normal? Et ça vous aurait évité ce genre d'algo. Tous les problèmes dont a parlé Edwige, ils étaient tous, sans aucune exception, détectables à partir soit de biais dans le dataset, soit de biais dans les modèles à la fin. Donc, ce n'est pas un truc où on ne peut pas faire et où il n'y a pas de solution. On peut faire, on peut avoir des solutions. La question qui se pose, c'est juste est-ce qu'on s'en donne les moyens de le faire? Est-ce qu'on se donne les moyens d'analyser toutes les métriques, de regarder... Alors, XAI, c'est Explainable AI, c'est son raccourci. Est-ce qu'on a fait de l'Explainable AI? Est-ce qu'on a tracé toutes les conclusions? Ou est-ce qu'on a voulu juste gagner du temps, gagner de l'argent et se dire, allez, on prend le modèle et on le met dans le monde réel et puis on verra bien. Et puis peut-être qu'un jour, on tuera quelqu'un, mais on a le temps, on va voir. Voilà. Donc les biais commencent dès le dataset. Posez-vous un maximum de questions. Et donc, pour qu'il y ait plus de questions, il faut qu'il y ait de la diversité dans les équipes pour qu'il y ait le plus de personnes possible qui se posent des questions différentes. Utilisez plusieurs algorithmes, faire plusieurs vérifications et tracer tout ce que vous faites. C'est vraiment hyper important. Je vous remercie.